CNPS et son portail e.cnps.ci et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous offre RTI Money. Bonsoir à tous et bienvenue dans RTI Money, votre magazine sur la banque, l'assurance, la finance et sur votre argent en général. Au sommaire de RTI Money cette semaine, d'abord notre grand reportage consacré au filon du jeu vidéo en Côte d'Ivoire. Qui sont les acteurs de ce secteur? Combien rapportent les développeurs? Comment se financent les gamers? Qui tire profit de la croissance des salles de jeu et du jeu en ligne? C'est à suivre dans le grand reportage de ce soir. Puis dans notre rubrique Money Time, on parlera d'un sujet qui nous concerne tous, la dette souveraine de nos États. Et pour finir, en fin d'émission, l'interview cash avec Gilles Alexandre India, administrateur et cofondateur de Weblogy, un développeur de solutions de paiement avec lequel on parlera de cette question clé pour nous les consommateurs. C'est une industrie peu développée sur le continent, mais qui émerge peu à peu en Côte d'Ivoire. Des joueurs professionnels, encore appelés gamers, des studios de développement, des salles de jeu, un écosystème de jeux vidéo qui se met en place dans le pays qui accueille le plus grand tournoi de notre zone économique. Nous avons voulu savoir combien gagnaient réellement les acteurs de ce secteur d'avenir, que peuvent rapporter des tournois, comment se financent les gamers. Voici le filon du jeu vidéo, une plongée dans cette petite industrie naissante ivoirienne du jeu vidéo, le grand reportage de ce soir. Dans la commune de Yopougon, quartier populaire d'Abidjan, une séance d'entraînement pas comme les autres. Depuis son fauteuil, manette de console en main, devant son écran de télévision, Herman perfectionne sa technique et sa stratégie sur Pro Evolution Soccer, un jeu de football bien connu des amateurs du ballon rond. Le jeune homme est passionné de jeux vidéo depuis qu'il a 6 ans. Mais qu'il joue seul ou avec un ami, Herman n'est pas un passionné comme les autres. Il est l'un des meilleurs joueurs ivoiriens et africains de ce jeu de football virtuel. Son palmarès, plusieurs fois champion de Côte d'Ivoire, champion d'Afrique 2018, vice-champion d'Afrique en 2019, les jeux vidéo ou le e-sport, le jeune homme en a même fait son métier depuis 2 ans, comme c'est le cas dans de nombreux pays occidentaux. Ce que nous on appelait le gaming, le jeu vidéo, est devenu professionnel. Je me suis dit, mais pourquoi pas essayer de faire quelque chose, vu que j'ai du talent. J'ai une team aussi, il y a des gars avec qui je joue, comme Alexandre. On essaie de se structurer. Mais encore, je vois ici, vu qu'on n'est pas encore fédéré, il y a des petits blocages qui font que c'est un peu compliqué. Sinon, on a une team, on a un front, qui fait qu'à chaque fois, quand il y a des gains, tu donnes 10% du gain à ta team et tout, pour qu'on puisse être toujours présent au tournoi. Le gaming aussi, c'est comme tout métier, en fait. Si tu veux être meilleur, si tu veux être compétent, si tu veux être parmi les meilleurs, il faut te donner à fond, il faut te donner les moyens de pouvoir arriver là-haut, en fait. Mais pour espérer faire carrière au haut niveau dans cette activité, Herman a dû faire appel à une aide extérieure pour le prendre en charge financièrement. Depuis 2018, le champion est sponsorisé par une chaîne de pizzeria ivoirienne située dans ce centre commercial de la commune de Yopougon. Cet après-midi-là, Herman a rendez-vous avec l'un des responsables de l'établissement. Si toi tu passes sur PS5, ça risque pas de te chambouler un petit peu dans la préparation de tes tournois? Non, en fait, je vais avoir 2 consoles. C'est-à-dire pour les compétitions européennes et tout, les compétitions qui se font en ligne. Ton quartier est fibré maintenant? Ouais. Ça sera intéressant de voir avec le patron si on peut prendre en charge, en tant que sponsor, si on peut prendre en charge ton abonnement fibre optique. Lou est le responsable d'exploitation de l'entreprise. Il suit de très près la collaboration avec le joueur de sport virtuel. Malgré le risque encouru par ce partenariat peu conventionnel en Afrique, l'entreprise n'a pas hésité à prendre en charge le joueur, devenant l'une des premières structures à investir dans l'e-sport ivoirien. C'est Xerdan qui nous a approchés, qui arrive à rechercher un petit peu de la visibilité, des moyens, de faire valoir et sa discipline et lui-même sa personne, de par le déjà petit gros palmarès qu'il avait réussi à acquérir. Xerdan a été le premier gamer professionnel ivoirien, puisqu'il était rémunéré au nom d'une société pour jouer aux jeux vidéo. Si je regarde ce qui se passe dans le reste du monde, on ne peut que se dire que c'est rentable. Tous les plus grands clubs de foot de la planète ont des clubs de e-sport. On a des championnats du monde, on a des coupes du monde, il y a énormément d'investissements dans le milieu. Donc oui, je pense que c'est un milieu qui est rentable, un milieu en plein essor. Pour continuer de bénéficier de ce sponsor,
Herman doit s'entraîner chaque jour pour rester parmi les meilleurs. Au premier étage du centre commercial, voici la plus grande salle de jeux vidéo de Côte d'Ivoire. C'est ici que le champion ivoirien vient régulièrement se frotter à d'autres joueurs. Dans la compétition, on ne joue pas en vert. Ça fait qu'on ne peut pas sentir ta capacité, quoi. Ça, là, c'est un jeu de stratégie. C'est comme un ballon, quoi. Quand tu vois que le joueur est fatigué, tu l'enlèves, tu mets quelqu'un d'autre. Grâce à sa régularité, le jeune homme a déjà réussi à empocher plusieurs millions de francs CFA au cours des différentes compétitions auxquelles il a participé. Je participe beaucoup à des compétitions, en fait. Nous, au niveau international, vous savez, l'Afrique est un peu délaissée. Parce que par manque parfois de moyens, on n'a pas de poste. C'est-à-dire les Africains ne peuvent pas jouer aux compétitions en ligne en étant en Afrique. Il faut qu'on dise qu'on est en France ou bien on est en truc aux États-Unis ou bien dans d'autres pays pour dire qu'on peut jouer, en fait. On n'a vraiment pas de poste spécifique africain. Sur PES, bon, c'est le PES, je parle. Financièrement, il faut dire que c'est un truc qui est lucratif. La première année, il a gagné 5 millions. La deuxième année, il a gagné 4 millions 300. Et cette année, avec le Covid et tout, il a vu le manque de compétition. Il a gagné 1 million. Entre les tournois et son salaire mensuel, Herman a gagné 10 millions de francs CFA depuis 2018. Pour lui, la prochaine étape est de fédérer les acteurs de ce milieu afin de créer la Fédération ivoirienne de e-sport, de quoi obtenir des recettes beaucoup plus importantes. Dans cette industrie ivoirienne du jeu vidéo, les salles de jeu sont elles aussi en pleine croissance. Celle-ci est l'une des 3 principales du pays. Et Sidik, son propriétaire, veut transformer l'industrie du jeu vidéo africain. Pour se démarquer de la concurrence, il a misé sur la connectivité, pour faire en sorte que les joueurs puissent se mesurer les uns aux autres sur tout le continent. D'accord, le stream qui vient de passer, c'était lequel? C'était le stream de Call of Duty Warzone. Non, mais la semaine dernière, c'était bien. Quand ils ont fait le match contre le Sénégal, le trafic était bien monté. Parce que là, il y avait du monde, il y avait pas mal d'interactions sur le chat. Oui, au niveau de FIFA, les dimanches. Pour satisfaire l'engouement croissant suscité par cet univers virtuel, la salle propose tout type de jeux de dernière génération. Sport, danse ou encore stratégie. Coût total d'investissement, plusieurs dizaines de millions de francs CFA pour les équipements, entièrement réalisés sur fonds propres. Alors, j'ai envie de dire que c'est très difficile pour un petit entrepreneur de se lancer dans cet écosystème-là. Pour acheter une console de jeu, c'est plusieurs centaines de milliers de francs CFA. En plus, il faut acheter des jeux, les manettes se gâtent régulièrement, donc c'est vraiment difficile. On a construit cette salle-là, mais 2 ans avant, on avait commencé déjà à travailler, à acquérir un certain nombre de matériel. L'événementiel nous a permis d'acheter de l'équipement et ces équipements-là ont tourné. Ensuite, on a loué nous-mêmes des consoles à d'autres personnes. Donc j'ai envie de dire, ça s'est construit au fur et à mesure. Le premier événement qu'on a eu, je n'ai jamais l'oublié, j'ai loué une dizaine de machines à 700 000 francs CFA. Donc, au fur et à mesure, on a acheté une console, après 2, après 3. Aujourd'hui, on est content d'en avoir une centaine. Quelques kilomètres plus loin, haut de plateau, voici les bureaux d'un accélérateur de start-up. Si la grande majorité des jeux sont fabriqués dans les pays occidentaux, des studios locaux comme celui-ci travaillent au développement de jeux vidéo capables d'être vendus sur le marché international. Ce matin-là, Wilfried, game designer, entendez par là concepteur de jeux vidéo, passe en revue l'un des derniers projets de l'entreprise, lors d'une réunion avec l'un des développeurs. C'est parfait. Essaie de démarrer une partie. Je veux vérifier que tout marche bien comme prévu. Est-ce qu'on l'a implémenté pour le moment? Oui, mais elle ne fonctionne que sur le téléphone. On va faire en sorte que les astéroïdes viennent au maximum à 2 à la fois. Et on va en faire en sorte de diminuer leur vitesse. Tout à l'heure, ils avançaient un peu trop vite. Ce sera trop difficile pour le joueur, tel que c'est en ce moment. Il y a un paramètre ici qui définit la vitesse de l'astéroïde, la vitesse initiale. D'accord. Et également le taux de génération des astéroïdes. Ok. Pour créer un jeu vidéo, la durée minimale du processus est de 3 mois. D'abord pensé et conçu par un game designer, le jeu prend vie grâce à des développeurs comme Alexandre, stagiaire depuis quelques mois dans cette agence. En fait, pour établir un jeu, pour développer un jeu, il y a plusieurs métiers qui interviennent. Voilà. Il y a par exemple les game designers, il y a des infographistes et tout et tout. Donc, ils créent des éléments en fait, voilà, que le développeur intègre dans le jeu et met la logique du jeu dedans. Et en fait, ces éléments-là prennent vie en quelque sorte. Je pense qu'on peut vivre du métier de développeur de jeux vidéo en Côte d'Ivoire ici. Pour un développeur, la fourchette, ça peut se trouver entre, disons, 600 et 800 000 par exemple. Des jeux vidéo
conçu par des jeunes Ivoiriens et proposé à des entreprises et au grand public. Pour chacune de ces cibles, le modèle économique et les moyens financiers dont disposent ces studios pour monétiser leur travail varient. Lorsqu'on fait un jeu, la plupart du temps, pour des entreprises, c'est sur mesure. Donc le budget va vraiment dépendre de ce que l'entreprise est prête à investir. Donc à partir de là, à partir du moment où on a l'enveloppe que l'entreprise est prête à investir, on est capable de faire maintenant de l'optimisation pour pouvoir rentrer dans ce budget-là. Le grand public, ici, consomme plutôt des jeux gratuits. Il n'est pas forcément prêt à acheter des jeux. Donc, du point de vue économique, sur ce segment-là, il faut faire des jeux qui seront gratuits, mais qui derrière peuvent générer de l'argent grâce à de la publicité. Certains jeux peuvent être sponsorisés entre guillemets par des entreprises. Quelques mètres plus loin, nous retrouvons Sidik en pleine réunion avec son équipe. Au menu des échanges, la préparation de la 4e édition du Festival de l'électronique et du jeu vidéo d'Abidjan. L'idée, c'est aujourd'hui qu'on puisse faire un peu le point sur le FEJA. Il nous reste environ 5 jours avant les choses sérieuses, donc il faut qu'on voit où est-ce qu'on en est au niveau de l'organisation des tournois, au niveau de la logistique, au niveau du transport, pour essayer de s'organiser et voir un peu l'ensemble des actions qui nous restent encore. Alors, au niveau des différents voyages, le plan de vol est OK? Alors, le plan de vol est OK. La délégation du Sénégal, ils ont donné leur date. Ils seront là du 4 au 7, 8 personnes. Bénin, Togo, c'est le seul problème parce que les voies terrestres sont fermées. Ils comptent venir par la route. Le FEJA, un rendez-vous très attendu par les amateurs et professionnels du e-sport ivoirien et africain. Un événement qui a permis à Sidik et son équipe d'attirer de nombreux partenaires. On a essayé de mettre en place, donc, à notre manière, un événement qui permettra à tous ces acteurs-là d'avoir un rendez-vous annuel dans lequel ils viendraient partager leur passion du jeu vidéo, dans lequel ils viendraient pour pouvoir échanger avec d'autres professionnels de l'industrie, pour essayer de mettre en place des partenariats, pour essayer de trouver des sponsors, pour essayer de collaborer pour faire avancer cette industrie-là. Et on s'est dit pourquoi ne pas donc créer le plus grand tournoi de jeux d'Afrique. Le secteur du jeu vidéo a beaucoup évolué depuis quelques années. On a été content de voir en 2017, au début quand on démarrait, il y avait encore une réticence, on ne comprenait pas encore l'industrie, beaucoup des annonceurs étaient dubitatifs. Aujourd'hui, on est content de voir qu'il y a de plus en plus d'annonceurs qui s'y intéressent, qui sont prêts aujourd'hui à mettre de l'argent pour pouvoir accompagner des initiatives autour du jeu vidéo, autour de l'e-sport. Quelques jours plus tard, dans l'espace de jeu de Yopougon, c'est le grand jour. Le FEJA 4 est lancé. Pendant 2 jours, des milliers de jeunes viennent s'affronter sur ces consoles et ces écrans. Au programme, des tournois de jeux bien connus comme FIFA 2021, Tekken 7, PES ou encore des parties de jeux moins réputées comme Naruto. Coût de la participation, 5 000 francs CFA pour les tournois majeurs et 1 000 francs CFA pour les moins sollicités. Pour les différents participants, l'événement était à ne pas manquer, car le FEJA est le seul des 3 grands tournois du pays à se tenir cette année à cause de la crise sanitaire. Alors là, aujourd'hui, on a à peu près on a eu 1200 inscrits à peu près, si on regroupe tous les tournois. Et donc là, il y a 13 tournois à peu près au total. Donc en fait, il y a des tournois sur lesquels ce sera 500 000, il y en a d'autres un peu plus, il y en a d'autres un peu moins. L'idée, c'était vraiment de pouvoir contenter tout le monde. C'était une année Covid, donc on n'a pas pu aller aussi loin que ce qu'on a l'habitude de faire. Mais on s'est dit que c'était quand même important de favoriser les joueurs et de leur permettre de profiter de ce moment-là. Avec plus de 2 milliards d'adeptes, le jeu vidéo est la première industrie du divertissement dans le monde, ayant généré pour l'année 2019 plus de 120 milliards de dollars de recettes. Un univers en plein essor et qui fédère au-delà des frontières. Un business plein de promesses pour les acteurs ivoiriens du secteur. Regarde, après quand je finis ici, je vais venir récupérer. À la recherche d'une offre qui vous corresponde, découvrez nos offres de produits et services groupés NCA Bank, les packs tout en un. Compte chèque, découvert, carte bancaire, service bancaire à distance, assurance vie et plein d'autres avantages. Jeunes, artisans, fonctionnaires et salariés, quel que soit votre profil, nous avons le pack qui vous convient. Rendez-vous dans l'agence NCA Bank la plus proche et ouvrez votre compte. Plus d'infos 80 200 800. NCA Bank, le vrai visage de la banque.
Vous regardez RTI Money et vous faites bien, car dans quelques instants, rendez-vous pour notre interview cash avec Gilles-Alexandre India, cofondateur et administrateur de Weblogy. Il nous dira tout sur les dessous des moyens de paiement et des cartes prépayées Visa. Mais avant, voici notre rubrique Money Time qui décrypte le jargon et l'actualité de la finance. Ce soir, un thème qui nous concerne tous, la dette souveraine. Regardez pourquoi. Les États, on le sait, ont besoin de beaucoup d'argent pour payer les fonctionnaires, construire des hôpitaux ou des écoles, faire fonctionner l'administration, équiper l'armée, etc. Des sommes colossales qui sont parfois bien supérieures à l'argent public qui se trouve dans les caisses de ces États. Pour combler le déficit, ils ont donc souvent recours à des emprunts et parce qu'il s'agit d'États souverains, la totalité de ces emprunts est appelée dette souveraine. Une dette souveraine est une dette contractée par une entité souveraine, c'est-à-dire une entité suprême dont le pouvoir n'est limité par aucune autre. Il peut s'agir des banques centrales, mais la majorité des dettes souveraines sont émises par les gouvernements centraux des pays. Les dettes souveraines se subdivisent en deux grandes composantes. D'une part, la dette intérieure, dite dette domestique, contractée auprès des résidents du pays. En gros, l'État émet des titres appelés obligations. Et ces titres sont achetés par des créanciers résidents, des investisseurs, des banques ou de simples particuliers. L'État leur doit ainsi de l'argent. La dette intérieure, c'est aussi l'argent que doit l'État à des fournisseurs, très souvent des entreprises qui ont effectué des marchés publics. En fin 2019, la dette intérieure de la Côte d'Ivoire était à plus de 4 000 milliards de francs CFA, plus que le double de celle de son voisin du Nord, le Burkina, qui affiche une dette intérieure de 1 800 milliards de francs CFA. L'autre partie de la dette souveraine, c'est la dette extérieure, qui est, elle, contractée depuis l'étranger. Elle comprend les dettes bilatérales, c'est-à-dire de pays à pays, et les dettes multilatérales qui sont contractées auprès d'organismes internationaux comme le FMI ou la Banque mondiale, etc. Ces dettes peuvent être émises à court terme, d'1 an, à moyen terme pour 10 ans ou à long terme avec une durée comprise entre 30 et 50 ans. En principe, les prêts sont accordés selon ce qu'on appelle la solvabilité d'un État, une donnée qui est appréciée selon les agences de notation financière. En 2019, la dette souveraine de la Côte d'Ivoire avait obtenu un A- par l'agence de notation Bloomfield et un B+ de l'agence internationale Fitch, ce qui signifie que le pays est solvable et apte à rembourser sa dette. Attention, la dette souveraine comprend aussi la dette des collectivités telles que les départements ou les communes ou encore celle des sociétés et opérateurs publics. Le cumul de toutes ces dettes donne la dette publique. En juin 2019, la dette publique de la Côte d'Ivoire s'établissait à 12 105,3 milliards de francs CFA, avec 67% de dette extérieure et 33% de dette intérieure. Dans le monde, les champions de la dette sont aussi les pays les plus développés. Le Japon a une dette estimée à plus de 10 000 milliards de dollars. Celle des États-Unis atteint un peu plus de 22 000 milliards de dollars et avec l'actuelle crise sanitaire, les dettes souveraines dans le monde sont appelées à s'envoler encore plus. Développeur de nouvelles technologies, administrateur et cofondateur de Weblogy, il a accepté d'être l'invité de ce numéro de RTI Money. Gilles-Alexandre India, bonsoir. Bonsoir Justine. Vous dirigez une entreprise qui émet aussi des cartes prépayées magnétiques. Pourquoi avoir choisi de vous lancer aussi dans ce domaine-là? Le choix de la carte prépayée vient en fait d'un besoin qu'on avait sur Internet. Il y a à peu près 10 ans, lorsqu'on a commencé à développer le e-commerce sur nos propres sites, nos utilisateurs n'arrivaient pas à payer. C'est vrai qu'on a utilisé les moyens de paiement mobile money locaux, mais lorsqu'on travaille avec la diaspora aussi, il nous faut un moyen transversal qui permet de parler en fait à tous nos utilisateurs à la fois. Donc on a utilisé en fait une carte prépayée qui est internationale, qui marche partout et qui marche aussi bien sur Internet, quel que soit le site. Concrètement, cette carte-là, quelle est sa particularité par rapport à une carte classique bancaire?
Alors, ces cartes sont des cartes un peu hybrides. Donc, c'est-à-dire que ce sont des cartes qui sont rechargeables, qui sont prépayées, donc c'est-à-dire qu'on dépose de l'argent, donc elles remplacent en quelque sorte le cash et on peut immédiatement faire des achats. Elles sont faciles à l'acquisition, donc il suffit juste d'avoir une pièce d'identité, un numéro de téléphone et un email et en 5 minutes, on vous la remet. Et elle est accessible à tout le monde et pas besoin d'un compte bancaire. Quel est le montant total de rechargement d'une carte pareille? Alors, le montant total de la carte est régi en fait par la Banque centrale. Il est de 2 millions. Pendant la période du coronavirus, pendant la période de la pandémie, la Banque centrale a décidé de la monter à 3 millions, mais elle est revenue à 2 millions aujourd'hui. Parlons à présent de rentabilité. Combien vous gagnez sur chaque dépôt sur cette carte-là? Comment est-ce que vous vous rémunérez? Alors, je vais vous parler un peu de la structure des coûts parce que je sais que les téléspectateurs adorent ça. De RTI Money surtout. Donc, on prend un exemple. Vous rechargez la carte de 100 000 francs. On vous prend 2%, donc vous recevez 98 000 francs. D'accord? Vous allez dans un magasin en zone CFA. Lorsque vous payez 50 000, mais on vous prend 50 000. Donc, c'est 98 000 moins 50 000. Lorsque maintenant vous allez en France et que vous faites un achat de 10 euros, en ce moment-là, on prend le taux des 10 euros par rapport au franc CFA et on applique 2% dessus. Ben finalement, elle ne devient pas plus chère que sa concurrente bancaire? Alors, vous préférez utiliser votre compte bancaire et l'exposer partout dans le monde, ou vous préférez partir avec une carte prépayée où vous pouvez budgétiser votre voyage, parce que quand vous allez en France, vous voulez dépenser que 1 million, mais c'est ces 1 million qui sont sur votre carte. Vous savez que vous ne devez pas dépasser ces 1 million, et ces 1 million sont sécurisés sur une carte. Qui dit nouveau paiement, dit nouveau risque peut-être. Est-ce que de votre position de patron, vous entendez des plaintes arriver sur ces questions-là? Comment est-ce que vous pouvez rassurer les consommateurs en général sur l'utilisation de cette carte-là? Nous nous battons tous les jours pour pouvoir sécuriser la carte. Mais 90% des problèmes de fraude viennent aussi du consommateur lui-même. Parce qu'il ne respecte pas toujours les conseils qui lui sont donnés. Le code PIN, il est personnel, il ne doit pas être partagé. Les 16 chiffres sur la carte, ce sont des chiffres qui ne doivent pas être forcément visibles à tout le monde. Donc du coup, vous exposez votre carte au risque. Mais en termes de sécurité, les cartes sont dotées de sécurité native. Chez certains confrères, ça s'appelle la 3D Secure. Chez d'autres, ça s'appelle le Master Pass. Et chez le dernier, ça s'appelle le Safe Key. Et ça consiste à quoi? Alors, ce sont des codes qui vous sont envoyés sur le numéro de téléphone enregistré sur la carte. Et donc, c'est une sécurité qui permet en fait de s'assurer que c'est bien le porteur de la carte et du numéro de téléphone qui fait cette transaction. Donc, normalement, avec cette nouvelle norme, on ne devrait pas avoir de problème de sécurité. Oui, ça garantit le paiement, mais bon, il y a toujours des gens qui trouvent en fait la faille. La faille, exactement. Quelquefois, on fait un achat en ligne, l'achat n'a pas abouti, mais on nous a débité de l'argent. Comment est-ce qu'on fait pour réclamer déjà? Est-ce que ça coûte quelque chose? Et ensuite, est-ce que le remboursement est garanti? À tout moment, vous pouvez faire une réclamation. Si la réclamation est faite en moins de 24 heures et que l'argent n'est pas encore chez le marchand, on a la possibilité de rattraper cela. Si l'argent est déjà compensé, c'est-à-dire que l'argent est déjà chez le marchand, parce que vous avez fait ce paiement-là, alors en ce moment, il y a une procédure qu'on doit faire qui passe par la banque, qui, elle, doit aller faire une investigation pour savoir s'il y a effectivement eu débit à tort, comme on l'appelle, et on vous reverse votre argent. Il arrive souvent que la banque du client lui demande de prouver qu'effectivement, il est allé retirer de l'argent, mais malheureusement, l'argent n'est pas passé. Comment il fait pour prouver? Lorsque vous insérez votre carte dans le distributeur automatique et que la banque du distributeur ne vous remet pas l'argent, mais que vous êtes débité, vous allez vous plaindre auprès de votre banque, donc auprès de la banque qui est sur la carte. C'est gratuit. Alors, ils vont vous dire, oui, essayez de me prouver. Si vous n'arrivez pas à prouver, eux, ils savent dans le système que vous avez été débité puisque vous avez reçu une notification. Donc, en ce moment, la banque, votre banque, saisit la banque du GAB pour lui dire, ah, attention, regarde dans ton stock
d'argent qu'il y a dans ton GAB s'il ne te manque pas tel montant. Parce qu'apparemment, mon client dit qu'il n'a pas reçu son montant. Et ça doit matcher. Parce que si dans le GAB, il y avait 1 million et que dans cette transaction, il y a toujours 1 million, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a vraiment de la transparence à ce niveau-là. Ah oui, mais plus que les gens sont remboursés. Il faut comprendre que dans l'industrie de la carte, il y a 4 grands acteurs en fait qui interviennent. Il y a 4 sociétés derrière ce bout de plastique. Il y a Visa qui gère le réseau, il y a la banque qui garantit les fonds, il y a le processeur qui gère en fait la carte, qui vous donne votre solde, votre transaction et tout, et il y a le dernier maillon qui est nous, la fintech, qui la commercialisons, qui la manipulons, qui offre les services à valeur ajoutée en fait sur cette carte-là. Et c'est ça en fait à la finalité qui vous donne envie d'acquérir cette carte. Vous avez commencé par un portail d'information, ensuite le e-commerce, en passant par les paiements en ligne. Aujourd'hui, espace de coworking. C'est quoi la suite pour WebLogi? On va développer le paiement. C'est ça l'avenir? C'est ça l'avenir. Il y a véritablement un problème de paiement en Côte d'Ivoire. Comment aujourd'hui j'arrive à payer un fournisseur? Comment aujourd'hui j'arrive à payer un marchand? Quand je vais acheter un pagne, comment j'arrive à payer simplement ce pagne sans montrer mes 16 chiffres qui sont sur ma carte? Comment essayer d'avoir un paiement sécurisé? C'est ça notre prochaine grande étape. Gilles-Alexandre India, merci d'avoir répondu aux questions de RTI Money. Merci beaucoup, Justine. Voilà, cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivie. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de votre magazine sur la banque, les assurances et les finances. Bonsoir. La CNPS et son portail e.cnps.ci et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous ont offert RTI Money.